Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Ou bien vos pieds vous brûlaient-ils encore, engourdis et douloureux, au point de vous faire tourner et retourner dans le lit jusqu'à 2 heures du matin? Certaines personnes n'ont même pas le temps de se détendre une fois allongées. La douleur arrive aussitôt. Pas une douleur due à un choc, pas celle de la fatigue, mais une sensation étrange, comme si de fines aiguilles se plantaient dans la plante des pieds, ou comme un léger courant électrique courant le long des doigts. Une douleur sourde, persistante, qui s'installe précisément au moment où le corps aurait le plus besoin de repos. Beaucoup endurent cela en silence, persuadés que c'est simplement le prix à payer en vieillissant. Pourtant aujourd'hui, je dois vous dire une chose franchement. Il y a quelque chose que vous consommez chaque jour, quelque chose d'apparemment banal, parfois même présenté comme bénéfique pour la santé, qui est en train d'abîmer lentement vos nerfs de l'intérieur. Ce n'est ni un pesticide, ni l'alcool, ni la pollution. C'est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Et plus vous attendez, plus il sera difficile de récupérer ce qui a déjà été perdu. Mais avant tout, laissez-moi vous poser une question. Vous, ou l'un de vos proches, avez-vous déjà ressenti cela? Vous allonger le soir et sentir vos pieds fourmiller, comme si des fourmis circulaient. Vos doigts devenir engourdis sans raison apparente, ou bien marcher tranquillement, puis soudain vaciller, au point de devoir vous appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Vous est-il arrivé de vous réveiller le matin avec la sensation que la plante de vos pieds brûle, comme si vous aviez marché sur des braises, alors que vous êtes resté immobile toute la nuit? Ce n'est pas une situation isolée. Des millions de personnes âgées, partout dans le monde, vivent chaque jour avec ces symptômes. Elles endurent, s'habituent peu à peu, finissent par se convaincre que c'est le cours normal du vieillissement. Et lorsqu'elles consultent, la réponse est presque toujours la même. À votre âge, c'est normal, c'est héréditaire, on n'y peut rien. J'ai passé plus de 20 ans assis face à des patients qui me racontaient leur nuit sans sommeil à cause de la douleur, leur peur de tomber en descendant un escalier, ce sentiment angoissant de perdre peu à peu leur autonomie, même chez eux. Je dois vous le dire clairement, dans bien des cas, cette réponse, c'est l'âge, on ne peut rien faire, est fausse. Non pas parce que les médecins manquent de compétences, mais parce qu'un coupable agit en toute discrétion. Il se cache dans des habitudes alimentaires en apparence inoffensives et il n'a presque jamais été clairement désigné dans les cabinets médicaux. Monsieur Franck, l'un de mes patients âgé de 68 ans, a passé près de 3 ans à consulter sans obtenir d'explication. Lorsque nous avons enfin identifié le véritable responsable et que nous l'avons éliminé, les choses ont commencé à changer. Pas du jour au lendemain, certes, mais la progression des lésions s'est arrêtée. Et face à une atteinte nerveuse, c'est déjà une grande victoire. C'est là que tout devient inattendu. Quand je parle d'une substance toxique qui détruit vos nerfs, la plupart des gens pensent immédiatement aux produits chimiques industriels, aux métaux lourds dans l'eau potable ou encore à l'alcool. Des dangers visibles, faciles à identifier, faciles à éviter. Mais le véritable coupable n'a ni odeur ni couleur et ne déclenche aucun signal d'alarme immédiat. Il provient de ce que vous consommez chaque jour, de quelque chose que vous considérez comme banal, voire bénéfique pour la santé. Il s'agit du sucre dans le sang, lorsqu'il ne cesse de monter, puis de remonter encore, jour après jour, année après année. Beaucoup entendent cela et se disent aussitôt « Je ne suis pas diabétique, cela ne me concerne pas ». C'est la pensée la plus dangereuse que je rencontre en consultation. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être atteint de diabète pour que la glycémie endommage les nerfs. Il suffit que le taux de sucre fasse des pics répétés au cours de la journée, et cela pendant des mois, voire des années, pour que le processus de destruction s'enclenche. Imaginez un câble électrique entouré d'une gaine protectrice. Cette gaine permet au signal de circuler correctement, sans interférence ni fuite. Lorsque la glycémie reste élevée de manière répétée, les molécules de sucre s'attachent à cette gaine, provoquent une inflammation, l'amincissent peu à peu jusqu'à la fissurer. Une fois cette protection altérée, les signaux nerveux deviennent chaotiques, se trompent de trajectoire ou cessent tout simplement de passer. C'est alors que vous commencez à ressentir des engourdissements, des picotements, des brûlures ou une perte d'équilibre. Le plus inquiétant n'est pas que ce processus existe, mais qu'il se déroule en silence, parfois pendant des années, avant que le moindre symptôme n'apparaisse. Lorsque le corps finit par s'exprimer, les dégâts se sont déjà accumulés depuis longtemps. Et les nerfs, contrairement à la peau ou aux muscles, se régénèrent extrêmement lentement, quand ils se régénèrent. La vraie question maintenant est la suivante. D'où vient réellement ce poison que vous laissez entrer dans votre corps?
Cette partie risque d'en surprendre plus d'un. Car les sources les plus dangereuses ne sont pas la malbouffe évidente, ni les sucreries dont on sait pertinemment qu'elles sont nocives. Ce sont des aliments que vous consommez chaque jour, persuadés de bien faire, convaincus de prendre soin de votre santé. La première source, c'est le sucre sous forme liquide. Le verre de jus d'orange le matin, le smoothie aux fruits frais, le café au lait délicieusement sucré, la boisson énergisante ou la boisson pour sportifs après l'effort. Tous ont un point commun, le sucre qu'ils contiennent passe presque immédiatement dans le sang car rien ne vient ralentir son absorption, aucune fibre pour jouer ce rôle protecteur. Lorsque vous mangez une orange entière, les fibres présentes dans les quartiers ralentissent l'absorption du sucre, laissant au corps le temps de le gérer progressivement. Mais lorsque vous pressez cette orange pour en faire un jus, vous éliminez totalement cette barrière naturelle. Le sucre de 3 ou 4 oranges se retrouve concentré dans un seul verre, puis déversé dans le sang en quelques minutes. La glycémie s'envole. Les nerfs subissent une véritable agression. Et le lendemain, vous recommencez. Beaucoup de mes patients boivent du jus de fruits chaque matin, parce qu'on leur a dit que c'était bon pour l'immunité. Ils ignorent que cette habitude contribue jour après jour à détériorer leurs nerfs. La deuxième source, ce sont les féculents consommés seuls. Un bol de riz blanc au petit déjeuner, une tranche de pain sans œufs ni viande, un bol de nouilles dans un simple bouillon, quelques biscuits pour calmer la faim. Rien d'extraordinaire, rien d'alarmant en apparence. Ce sont des habitudes très répandues, surtout chez les personnes âgées. Le problème n'est pas que les féculents soient mauvais en soi. Le problème, c'est lorsqu'ils sont consommés sans accompagnement, sans protéines comme la viande, le poisson, les œufs ou les légumineuses, sans bonne graisse comme l'huile d'olive ou les fruits à coque. Dans ce cas, l'organisme les transforme en sucre très rapidement, si rapidement que la glycémie grimpe presque dès la première bouchée. On conseille souvent aux personnes âgées de privilégier des aliments faciles à digérer pour éviter les lourdeurs. Ce conseil n'est pas faux, mais facile à digérer signifie souvent transformer plus vite en sucre. Les deux vont de pair et peu de gens prennent conscience de cette face cachée. La troisième source, c'est le grignotage éparpillé tout au long de la journée. On prend le petit déjeuner, puis un peu plus tard quelques bonbons. L'après-midi, un biscuit pour tenir jusqu'au dîner. Le soir, devant la télévision, encore quelque chose à portée de main. Beaucoup pensent que manger en petite quantité, mais plus souvent, est bénéfique pour la digestion. C'est peut-être vrai pour l'estomac, mais pas pour les mères. À chaque prise alimentaire, même minime, le corps doit sécréter de l'insuline pour gérer le nouveau glucose. Lorsque vous mangez sans cesse du matin au soir, l'insuline ne se repose jamais, la glycémie ne se stabilise jamais vraiment. Les nerfs baignent en permanence dans un environnement riche en sucre, sans temps de récupération. À la longue, ils s'usent, littéralement. Mais la glycémie n'est pas le seul facteur en cause. D'autres dangers agissent en silence, et ils sont d'autant plus redoutables que presque personne n'en parle. Beaucoup de personnes ont déjà entendu leur médecin dire quelque chose comme « Votre taux de sucre est un peu élevé, mais pas au point de parler de diabète. Inutile de trop vous inquiéter. » Elles rentrent alors chez elles et continuent leur vie sans rien changer. C'est l'un des malentendus les plus dangereux que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Des études récentes montrent que la phase de prédiabète, lorsque la glycémie est supérieure à la normale sans atteindre les critères du diabète déclaré, peut déjà provoquer des lésions nerveuses presque comparables à celles observées chez les véritables diabétiques. Autrement dit, au moment où l'on vous dit que ce n'est pas encore préoccupant, vos nerfs ont peut-être déjà commencé à souffrir. Plus inquiétant encore, la majorité des personnes concernées ignorent qu'elles se trouvent dans cette situation. Le prédiabète ne provoque ni douleur, ni fatigue marquée, ni signe d'alerte évident. Il agit discrètement, dans l'ombre, pendant que vous pensez que tout va bien. Les comprimés que vous prenez chaque jour peuvent eux aussi vous trahir. C'est un point que peu de médecins abordent clairement en consultation, non pas par volonté de dissimuler, mais parce qu'il s'agit d'un effet secondaire insidieux, facile à négliger lors d'un rendez-vous trop court. Certains antidiabétiques, notamment les traitements contre l'excès d'acidité gastrique, certains antidiabétiques ou encore les médicaments destinés à faire baisser le cholestérol peuvent réduire progressivement l'absorption de la vitamine B12. Au bout d'un mois, rien ne paraît anormal, mais après 1 an, 2 ans, 5 ans de prise continue, les réserves de B12 s'épuisent lentement sans que personne ne s'en aperçoive. La vitamine B12 joue le rôle d'un artisan chargé d'entretenir la gaine protectrice qui entoure les nerfs.
En cas de carence, cette enveloppe s'amincit, se fragilise, puis se fissure. Les nerfs deviennent alors plus vulnérables, exposés à la moindre agression, même à une légère élévation de la glycémie. Suzanne est venue me consulter après plusieurs années de fourmillements persistants dans les pieds. Elle avait vu différents spécialistes, passé de nombreux examens, et la réponse restait toujours la même. L'âge, le vieillissement nerveux, rien à faire. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle avait une alimentation plutôt soignée, sans raison apparente de carence. Pourtant, lorsque j'ai vérifié son taux de vitamine B12, les analyses ont révélé une déficience sévère. La cause ne venait pas de son assiette, mais d'un médicament pour l'estomac qu'elle prenait régulièrement depuis près de 8 ans, prescrit par son ancien médecin, sans qu'aucun suivi n'ait évalué ses effets à long terme. Après une supplémentation adaptée en vitamine B12 et un ajustement de son traitement sous surveillance médicale, les lésions nerveuses n'ont pas totalement disparu, mais elles ont cessé de progresser. Les engourdissements ne se sont plus aggravés. Elle a recommencé à dormir, elle n'avait plus cette appréhension au moment de se lever le matin. Dans les maladies nerveuses, savoir arrêter la progression à temps fait parfois toute la différence entre continuer à marcher de façon autonome ou dépendre des autres pour le reste de sa vie. Alors maintenant, la question la plus importante, que faisons-nous de tout cela? Je préfère être clair dès le départ. Il ne s'agit pas d'un régime strict qui vous oblige à bouleverser toute votre vie. Pas de liste interminable d'aliments interdits, pas de menu compliqué à peser au gramme près. Seulement des ajustements intentionnels suffisants pour empêcher les toxines de continuer à agresser vos nerfs. Première étape, stabiliser la glycémie, éviter les pics brutaux. Beaucoup pensent que l'objectif est de faire baisser le sucre sanguin le plus possible. En réalité, les nerfs n'ont pas besoin d'un chiffre très bas, ils ont besoin de stabilité. Chaque pic glycémique suivi d'une chute rapide représente une stimulation nocive pour les fibres nerveuses, comme une légère brûlure interne répétée plusieurs fois par jour. Moins de pics signifie moins de dégâts. C'est aussi simple que cela. Deuxième étape, ne jamais consommer de glucides seuls. C'est la règle la plus importante que je transmets à mes patients. C'est la retenir si vous ne deviez garder qu'une seule chose de cette vidéo. Le riz, le pain, les fruits, les biscuits, tout aliment riche en amidon ou en sucre doit être associé à des protéines comme la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses ou à des graisses saines comme l'avocat, les oléagineux, l'huile d'olive. La présence de protéines ou de lipides ralentit considérablement l'entrée du sucre dans le sang. Le même bol de riz consommé seul peut être agressif. Accompagné de poissons et de légumes, il devient beaucoup plus sûr. Ce n'est pas l'aliment qui change, c'est la manière de le consommer. Troisième étape, supprimer totalement le sucre sous forme liquide. Pas de jus, pas de smoothie sucré, pas de café au lait sucré, pas de boissons industrielles même si l'étiquette affiche « naturel » ou « sans sucres ajoutés ». Si vous mangez des fruits, consommez-les entiers, après le repas principal, jamais à jeun. Ce changement peut sembler minime, pourtant son impact sur les nerfs est très net, car le sucre liquide provoque les pics glycémiques les plus rapides et les plus intenses de la journée. Quatrième étape, apporter aux nerfs les nutriments qui leur manquent réellement. La priorité absolue est la vitamine B12, indispensable au maintien de la gaine protectrice des nerfs. Vient ensuite le magnésium, qui aide à stabiliser la transmission nerveuse et réduit crampes et contractions musculaires. Les folates participent également à la protection des tissus nerveux, souvent en synergie avec la B12. L'acide alpha-lipoïque, puissant antioxydant naturel, a montré chez certains patients atteints de neuropathie périphérique une amélioration des symptômes. Un avertissement toutefois. Des doses élevées de vitamine B6 peuvent aggraver les lésions nerveuses au lieu de les améliorer. Beaucoup l'ignorent lorsqu'ils achètent des compléments alimentaires sans avis médical. Avant toute supplémentation, faites un bilan biologique pour identifier de véritables carences plutôt que de supplémenter à l'aveugle. Cinquième étape, réduire l'inflammation dans l'organisme. L'inflammation transforme une gêne légère en douleur intense, un simple engourdissement en sensation de brûlure insupportable. Les aliments ultra transformés, les fritures répétées, les huiles raffinées de mauvaise qualité favorisent l'inflammation. A l'inverse, les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, l'huile d'olive, les légumes colorés, le curcuma frais ou en poudre contribuent à apaiser la réponse inflammatoire. Des nerfs moins entourés d'un environnement inflammatoire deviennent progressivement plus calmes. Sixième étape, marcher doucement après les repas. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de chaussures techniques.
il suffit de se lever après avoir mangé et de marcher tranquillement pendant une dizaine de minutes, même chez soi ou dans le couloir. Cette activité légère aide les muscles à utiliser une partie du glucose qui vient d'entrer dans le sang, limite la montée excessive de la glycémie et améliore la circulation vers les zones nerveuses éloignées, comme les pieds et les doigts. C'est un remède sans ordonnance, sans coût, mais dont l'efficacité est bien réelle. Je sais ce que vous êtes en train de penser. D'accord, ça semble intéressant, mais par où commencer? Voici une réponse concrète. Inutile de tout bouleverser en une seule journée. Pas besoin de renverser complètement des habitudes alimentaires construites sur toute une vie. 5 actions précises suffisent à appliquer de façon régulière pendant les 2 à 4 prochaines semaines, simplement pour observer comment votre corps réagit. Première action, supprimez totalement les sucres liquides. À partir de demain, plus de jus de fruits le matin, plus de smoothies, plus de café sucré au lait, plus de boissons industrielles, peu importe ce que dit l'étiquette. À la place, buvez de l'eau, du thé sans sucre ou du café noir sans sucre ajouté. Cela paraît simple, pourtant chez beaucoup de mes patients, ce seul changement a déjà permis de réduire nettement les sensations de brûlure nocturne en à peine 2 semaines. Les sucres liquides provoquent les pics glycémiques les plus violents de la journée. Les éliminer est la manière la plus rapide de soulager les nerfs. Deuxième action. Toujours associer les glucides à des protéines ou à des lipides, sans exception. À chaque repas, à chaque collation, cette règle doit s'appliquer. Si vous mangez du riz, accompagnez-le de poisson, de viande ou d'œufs. Si vous mangez du pain, ajoutez du beurre, du fromage ou des œufs. Les fruits doivent être consommés après le repas principal, lorsque l'estomac contient déjà d'autres aliments. Ne consommez jamais de glucides ou de sucre à jeun. Cette règle ne complique pas votre alimentation, elle modifie simplement l'ordre et les associations. Troisième action, les fruits uniquement après le repas principal en petite quantité. Quelques quartiers d'orange, une demi-pomme, une petite grappe de raisin après avoir terminé le repas. Pas de fruits tôt le matin à jeun, pas de fruits en guise de repas de remplacement. Les fruits ne sont pas mauvais en soi, c'est le mauvais moment de consommation qui peut transformer leur sucre en inconvénient plutôt qu'en bénéfice. Quatrième action, marchez 10 minutes après avoir mangé. Pas besoin d'aller vite ni loin, levez-vous simplement et marchez tranquillement une dizaine de minutes après chaque repas principal. Chez vous ou dehors, peu importe. Lorsque les muscles travaillent, ils absorbent une partie du glucose sanguin, ce qui évite une montée excessive de la glycémie après le repas. C'est le médicament le moins cher, le plus simple et il ne nécessite aucune ordonnance. Cinquième action, faire doser la vitamine B12 dans le sang. C'est particulièrement important pour les personnes qui prennent quotidiennement des médicaments pour l'estomac, le diabète ou le cholestérol. Une simple prise de sang suffit pour savoir s'il existe une carence. Beaucoup de personnes souffrent d'un déficit sévère en B12 sans symptômes évidents jusqu'à ce que les nerfs soient déjà gravement atteints. Le savoir tôt permet de supplémenter à temps et de freiner les dommages. Appliquez ces 5 mesures pendant 2 à 4 semaines, puis écoutez votre corps. Pas besoin d'appareils sophistiqués. Demandez-vous simplement, est-ce que je dors mieux la nuit? Les brûlures aux pieds ont-elles diminué? Les engourdissements au réveil sont-ils moins marqués? Ma démarche est-elle plus stable? Beaucoup de mes patients constatent des changements dès les premières semaines. Pas une guérison totale, pas un miracle, mais moins de douleur, un meilleur sommeil, un équilibre plus sûr. Ces petits signaux ont une grande signification. Ils indiquent que les lésions ne sont pas encore irréversibles, que les nerfs réagissent encore, qu'ils tentent encore de se réparer. Autrement dit, vous avez encore une marge d'action, à condition de commencer dès aujourd'hui. Avant de conclure, j'ai besoin de vous dire quelque chose en toute franchise. Je ne vous ferai pas de promesses irréalistes. Les nerfs se régénèrent très lentement, bien plus lentement que la peau ou les muscles. Certaines lésions sont trop profondes pour que l'on puisse retrouver totalement l'état d'avant. Je le sais, et mes patients le savent aussi. Mais il y a une chose que je voudrais que vous compreniez vraiment. Empêcher l'aggravation des dommages est déjà une immense victoire. Ce n'est pas une petite consolation, ce n'est pas un lot de consolation, c'est une véritable victoire. Pouvoir dormir la nuit sans être réveillé par la douleur, descendre les escaliers sans s'agripper désespérément à la rampe, aller seul au marché sans craindre que les jambes vacillent en pleine rue, ce ne sont pas de petits détails. C'est la vie, c'est la dignité d'une personne âgée qui peut continuer à vivre à sa manière. La neuropathie périphérique, lorsqu'elle progresse, ne provoque pas seulement de la douleur, elle enlève l'indépendance. Elle transforme les gestes les plus ordinaires,
Se laver seul, cuisiner, sortir de chez soi, en épreuves angoissantes. Chez les personnes âgées, une chute n'est jamais un simple incident. Une mauvaise chute peut entraîner une fracture, une hospitalisation prolongée, puis un déclin de la santé qui s'accélère sans frein. Alors si vous ressentez certains des symptômes évoqués dans cette vidéo, engourdissement, picotement, sensation de brûlure, perte d'équilibre, ne les considérez pas comme une condamnation à vie. Ce sont des signaux d'alerte. Votre corps frappe à la porte. Il vous rappelle qu'il est temps de changer quelque chose. Un signal d'alerte signifie qu'il est encore temps d'agir, encore temps d'intervenir avant que la situation n'aille trop loin. La première étape est toujours la même, éliminer les toxines qui, jour après jour, alimentent les lésions. Vous ou l'un de vos proches, traversez-vous ces symptômes? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Parfois, une information juste, transmise au bon moment à la bonne personne, peut transformer bien des choses dans une vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui vous sont chers, ils méritent de le savoir.